Lettre d'une péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Lettre 32. Nos visites et nos fatigues, mon cher Asa, ne pouvaient se terminer plus agréablement. Quelle journée délicieuse j'ai passée hier! Combien les nouvelles obligations que j'ai à Déterville et à sa sœur me sont agréables! Mais combien elles me seront chères quand je pourrai les partager avec toi! Après 2 jours de repos, nous partîmes hier matin de Paris. Céline, son frère, son mari et moi pour aller, disait-elle, rendre une visite à la meilleure de ses amies. Le voyage ne fut pas long. Nous arrivâmes de très bonne heure à une maison de campagne dont la situation et les approches me parurent admirables. Mais ce qui m'étonna en y entrant fut d'en trouver toutes les portes ouvertes et de n'y rencontrer personne. Cette maison, trop belle pour être abandonnée, trop petite pour cacher le monde qui aurait dû l'habiter, me paraissait un enchantement. Cette pensée me divertit. Je demandai à Céline si nous étions chez une de ces fées dont elle m'avait fait lire les histoires, où les maîtresses du logis étaient invisibles ainsi que les domestiques. Vous la verrez, me répondit-elle. Mais comme des affaires importantes l'appellent ailleurs pour toute la journée, elle m'a chargé de vous engager à faire les honneurs de chez elle pendant son absence. Alors, ajouta-t-elle en riant, voyons comment vous vous en tirerez. J'entrai volontiers dans la plaisanterie. Je repris le ton sérieux pour copier les compliments que j'avais entendu faire en pareil cas. Et l'on trouva que je m'en acquittais assez bien. Après s'être amusé quelque temps de ce badinage, Céline me dit: tant de politesse suffirait à Paris pour nous bien recevoir. Mais, madame, il faut quelque chose de plus à la campagne. N'auriez-vous pas la bonté de nous donner à dîner? Ah! Sur cet article, lui dis-je, je n'en sais pas assez pour vous satisfaire. Je commence à craindre pour moi-même que votre ami ne s'en soit trop rapporté à mes soins. Je sais un remède à cela, répondit Céline. Si vous voulez seulement prendre la peine d'écrire votre nom, vous verrez qu'il n'est pas si difficile que vous le pensez de bien régaler ses amis. Vous me rassurez, lui dis-je. Allons, écrivons promptement. Je n'ai pas plutôt prononcé ces paroles que je vis entrer un homme vêtu de noir qui tenait une écritoire et du papier déjà écrit. Il me la présenta et j'y plaçai mon nom où l'on voulut. Dans l'instant même parut un autre homme d'assez bonne mine, qui nous invita, selon la coutume, de passer avec lui dans l'endroit où l'on mange. Nous nous y trouvâmes, une table servie avec autant de propreté que de magnificence. À peine étions-nous assises qu'une musique charmante se fit entendre dans la chambre voisine. Rien ne manquait de tout ce qui peut rendre un repas agréable. Déterville même semblait avoir oublié son chagrin pour nous exister à la joie. Il me parlait en mille manières de ses sentiments pour moi, mais toujours d'un ton flatteur, sans plainte ni reproche. Le jour était serein. D'un commun accord, nous résolûmes de nous promener en sortant de table. Nous trouvâmes le jardin beaucoup plus étendu que la maison ne semblait le promettre. L'art et la symétrie ne s'y faisaient admirer que pour rendre plus touchants les charmes de la simple nature. Nous bornâmes notre course dans un bois qui termine ce beau jardin. Assis tous quatre sur un gazon délicieux, nous commencions déjà à nous livrer à la rêverie qu'inspirent naturellement les beautés naturelles, quand, à travers les arbres, nous vîmes venir à nous d'un côté une troupe de paysans, vêtus promptement à leur manière, précédés de quelques instruments de musique, et de l'autre d'une troupe de jeunes filles vêtues de blanc, la tête ornée de fleurs champêtres, qui chantaient d'une façon rustique, mais mélodieuse, des chansons où j'entendis avec surprise que mon nom était souvent répété.
Mon étonnement fut bien plus fort lorsque le troupe, nous ayant joints, je vis l'homme le plus apparent quitter la sienne, mettre à genoux à terre, me présenter dans un grand bassin plusieurs clés avec un compliment que mon troupe m'empêcha de bien entendre. Je compris seulement qu'étant le chef des villageois de la contrée, il venait me faire hommage en qualité de leur souveraine et me présenter les clés de la maison dont aussi j'étais la maîtresse. Dès qu'il eut fini sa harangue, il se leva pour faire place à la plus jolie d'entre les jeunes filles. Elle vint me présenter une gerbe de fleurs ornée de rubans qu'elle accompagna aussi d'un petit discours à ma louange dont elle s'inquiéta de bonne grâce. J'étais trop confuse, mon cher Asa, pour répondre à des éloges que je méritais si peu. D'ailleurs, tout ce qui se passait avait un ton si approchant de celui de la vérité que, dans bien des moments, je ne pouvais me défendre de croire ce que, néanmoins, je trouvais incroyable. Cette pensée en produisit une infinité d'autres. Mon esprit était tellement occupé qu'il me fut impossible de proférer une parole. Si ma confusion était divertissante pour la compagnie, elle ne l'était guère pour moi. L'éterville fut le premier qui en fut touché. Il fit un signe à sa sœur, elle se leva, après avoir donné quelques pièces d'or aux paysans et aux jeunes filles, en leur disant que c'étaient les prémices de mes bontés pour eux. Elle me proposa de faire un tour de promenade dans le bois. Je la suivis avec plaisir, comptant bien lui faire des reproches de l'embarras où elle m'avait mise, mais je n'en eus pas le temps. À peine avions-nous fait quelques pas qu'elle s'arrêta et me regardant avec une mine riante. Avouez, Zilia, me dit-elle, que vous êtes bien fâché contre nous, et que vous le serez bien davantage si je vous dis qu'il est très vrai que cette terre et cette maison vous appartiennent. À moi? M'écriai-je. Ah, Céline, vous poussez trop loin l'outrage ou la plaisanterie. Attendez, me dit-elle, plus sérieusement. Si mon frère avait disposé de quelques parties de vos trésors pour en faire l'acquisition, et qu'au lieu des ennuyeuses formalités dont il s'est chargé, il ne vous eût réservé que la surprise, vous harriez-vous bien fort? Ne pourriez-nous, ne pourriez-vous nous pardonner de vous avoir procuré à tout événement une demeure telle que vous avez paru l'aimer et de vous avoir assuré une vie indépendante? J'avais signé ce matin l'acte authentique qui vous met en possession de l'une et de l'autre. Grondez-nous à présent donc, tant qu'il vous plaira, ajouta-t-elle, en riant, si rien de tout cela ne vous est agréable. Ah, mon aimable ami, m'écriai-je en me jetant dans ses bras. Je sens trop vivement des soins si généreux pour vous exprimer ma reconnaissance. Il ne me fut possible de prononcer que ces mots. J'avais senti d'abord l'importance d'un tel service. Touché, attendri, transporté de joie, en pensant au plaisir que j'aurais de te consacrer cette charmante demeure. La multitude de mes sentiments en étouffait l'expression. Je faisais à Céline des caresses qu'elle me regardait avec la même tendresse. Et après m'avoir donné le temps de me remettre, nous allâmes retrouver son frère et son mari. Un nouveau trouble me saisit en abordant l'Éterville et je tins un nouvel embarras dans mes expressions. Je lui tendis la main, et il la baisa sans proférer une parole et se détourna pour cacher des larmes qu'il ne put retenir.
et que je pris pour des signes de la satisfaction qu'il avait de me voir si contente. J'en fus attendrie jusqu'à en verser aussi quelques-unes. Le mari de Céline, moins intéressé que nous à ce qui se passait, remit bientôt la conversation sur le ton de plaisanterie. Il me fit des compliments sur ma nouvelle dignité. Il nous engagea à retourner à la maison pour en examiner, disait-il, les défauts et faire voir à d'Étarville que son goût n'était pas aussi sûr qu'il s'en flattait. Je l'avouerai, mon cher Asa, tout ce qui souffrit à mon passage me parut prendre une nouvelle forme. Les fleurs me semblaient plus belles, les herbes plus verts, la symétrie des jardins mieux ordonnée. Je parcourus les appartements dans une ivresse de joie qui ne me permettait pas de rien examiner. Le seul endroit où je m'arrêtai fut dans une assez grande chambre entourée d'un grillage d'or légèrement travaillé, qui renfermait une infinité de livres de toutes couleurs, de toutes formes, d'une propreté admirable. J'étais dans un tel enchantement que je croyais ne pouvoir les quitter sans les avoir tous lus. Céline m'en arracha en me faisant souvenir d'une clé d'or que d'Étarville m'avait remise. Nous cherchâmes à l'employer, mais nos recherches auraient été inutiles s'il ne nous eût montré la porte qu'elle devait ouvrir, confondue avec art dans les lambris. Il était impossible de la découvrir sans en savoir le secret. Je l'ouvris avec précipitation, et je restai immobile à la vue des magnificences qu'elle renfermait. C'était un cabinet tout brillant de glace et de peinture. Les lambris, au fond vert, ornés de figures extrêmement bien dessinées, imitaient une partie des jeux et des cérémonies de la vie du soleil, telles à peu près que je les avais racontées à d'Étarville. On y voyait nos vierges représentées en 1000 endroits avec le même habillement que je portais en arrivant en France. On disait même qu'elles me ressemblaient. Les ornements du temple que j'avais laissés dans la maison religieuse, soutenus par des pyramides dorées, ornaient tous les coins de ce magnifique cabinet. La figure du soleil, suspendue au milieu d'un plafond peint de plus belles couleurs du ciel, achevait par son éclat d'embellir cette charmante solitude. Et des meubles commodes, assortis aux peintures, la rendaient délicieuse. En examinant de plus près ce que j'étais ravie de retrouver, je m'aperçus que la chaise d'or y manquait. Quoique je me gardât bien d'en parler, d'Étarville me devina. Il saisit ce moment pour s'expliquer. Vous cherchez inutilement, Bézilia, me dit-il. Par un pouvoir magique, la chaise de l'Inca s'est transformée en maison, en jardin, en terre. Si je n'ai pas employé ma propre science à cette métamorphose, ça n'a pas été sans regret, mais il a fallu respecter votre délicatesse. Voici, me dit-il, en ouvrant une petite armoire, pratiquée adroitement dans le mur, voici les débris de l'opération magique. En même temps, il me fit voir une cassette remplie de pièces d'or à l'usage de France. Ceci, vous le savez, continua-t-il, n'est pas ce qui est le moins nécessaire parmi nous. J'ai cru devoir vous en conserver une petite provision. Je commençai à lui témoigner ma vive reconnaissance et l'admiration que me causaient des soins si prévenants, quand Céline m'interrompit en m'entraîna dans une chambre à côté du merveilleux cabinet. Je veux aussi, me dit-elle, vous faire voir la puissance de mon art. On ouvrit de grandes armoires remplies d'étoffes admirables, de linge, d'ajustements, enfin de tout ce qui est à l'usage des femmes, avec une telle abondance que je ne pus m'empêcher d'en rire et de demander à Céline combien d'années elle voulait que je vécût pour employer tant de belles choses.
Autant que nous en vivrons, mon frère et moi, me répondit-elle. Et moi, repris-je, je désire que vous viviez l'un et l'autre autant que je vous aimerai, et vous ne mourrez assurément pas les premiers. En achevant ces mots, nous retournâmes dans le temple du soleil. C'est ainsi qu'ils nommèrent le merveilleux cabinet. J'eus enfin la liberté de parler. J'exprimai, comme je le sentais, les sentiments dont j'étais pénétré. Quelle bonté que de vertu dans le procédé du frère et de la sœur! Nous passâmes le reste du jour dans les délices de la confiance et de l'amitié. Je leur fis les honneurs du souper, encore plus gaiement que je n'avais fait ceux du dîner. J'ordonnai librement à des domestiques que je savais être à moi. Je badinai sur mon autorité et mon opulence. Je fis tout ce qui dépendait de moi pour rendre agréable à mes bienfaiteurs leurs propres bienfaits. Je crus cependant m'apercevoir qu'à mesure que le temps s'écoulait, Néterville retombait dans sa mélancolie, et même qu'il échappait de temps en temps des larmes à Céline. Mais l'un et l'autre reprenaient si promptement un air serein que je crus m'être trompé. Je fis mes efforts pour les engager à jouir quelques jours avec moi du bonheur qu'ils me procuraient. Je ne pus l'obtenir. Nous sommes revenus cette nuit, en nous promettant de retourner incessamment dans mon palais enchanté. Oh mon cher Asa, quelle sera ma félicité quand je pourrai l'habiter avec toi. Fin de la 32e lettre.